L'histoire commence dans la capitale royale de Paluma, où certains demi-humains étaient en train de mettre des boîtes dans la cargaison. Un homme leur dit de se dépêcher, sinon il les battra à mort. Un marchand nommé Banaza arrive et les remercie d'avoir rempli toutes les boîtes de sa cargaison. Sa droiture inquiète les autres humains autour de lui pour sa santé mentale car ils ne comprennent pas pourquoi un homme qui est supérieur à tous les demi-humains irait jusqu'à les aider. Les demi-humains, qui sont esclaves de tous les humains, ne sont pas autorisés à utiliser de l'argent dans ce monde, mais Banaza donne quand même à son travailleur demi-humain une grosse bourse d'argent pour avoir accompli le travail donné avec succès. Le demi-humain, bien sûr, ne prend pas l'argent car il sait qu'il n'aura que des ennuis si les gardes royaux découvrent qu'il a pris de l'argent aux humains. Malgré tout, Banaza insiste pour le payer et amène également son collègue Queen pour le convaincre de prendre l'argent. Contrairement aux autres, Queen sait à quel point Banaza est bon et généreux. Alors elle dit à l'équipe demi-humaine d'aller dîner avec l'argent que Banaza leur a offert. Il remercie Banaza pour leur avoir offert un tel traitement, mais les autres marchands qui observaient attentivement Banaza l'appellent hypocrite pour avoir prétendu aider les esclaves qui sont techniquement forcés de travailler contre leur gré. Banaza comprend comment les autres marchands de la ville se sentent à son sujet, mais il ne laisse pas cela blesser ses sentiments et défend ses actions en affirmant qu'il veut simplement que toutes les espèces s'entendent les unes avec les autres. Soudain, un événement miraculeux fait briller Banaza d'une couleur dorée brillante et le téléporte loin de l'endroit où il se trouvait, ce qui inquiète sa subordonnée Queen quant à l'endroit où il a disparu. Il est révélé que Banaza vient d'être téléporté de son monde à un autre monde magique pour devenir le 198e candidat héros de ce monde. Lorsqu'il fait son entrée dans ce monde magique, il se retrouve entouré de dizaines de mages qui lui souhaitent bienvenue dans le royaume magique de Clyrod. Après avoir appris qu'il a été sélectionné pour être le héros de ce monde, Banaza devient confus car il n'est qu'un simple marchand qui n'est clairement pas digne de devenir un tel héros. Le chef des mages assure à Banaza qu'il est un héros qui devra les aider dans leur guerre prolongée contre l'armée du Seigneur des Ténèbres, avant d'attribuer à Banaza l'un des postes de héros. Le chef des mages demande à l'une de ses servantes d'apporter la boule de cristal d'évaluation pour connaître les capacités que possède Banaza. Banaza place à contre-cœur ses deux mains sur la boule de cristal, la faisant s'illuminer en blanc. Apparemment, les candidats héros qui sont convoqués dans ce monde reçoivent généralement des bénédictions divines des dieux qui les aident à se démarquer et à devenir l'un des plus forts de leur génération. Cependant, Banaza révèle n'avoir reçu aucune de ces bénédictions divines, ce qui terrifie même la servante qui a apporté la boule de cristal, car il n'a jamais été vu qu'un candidat héros ait de telles statistiques ordinaires. Entendant cela, toutes les servantes responsables d'avoir convoqué Banaza ici sont également déçues, car l'autre équipe de mages, qui se trouve à quelques pieds de là, a réussi à convoquer une personne possédant des pouvoirs dignes de devenir le héros le plus fort du monde. Le héros aux cheveux blonds qui vient d'être convoqué se montre plein de lui-même à cause de ses grandes statistiques et méprise Banaza pour être un perdant malchanceux. De toute façon, à cause de cela, le héros légendaire Banaza est complètement ignoré par tout le monde, ce qui le fait se demander si quelqu'un va le renvoyer dans son monde d'origine ou non, puisqu'il n'est plus digne d'être un héros. Le roi du royaume magique remercie le héros blond d'être venu dans ce monde et lui donne immédiatement le titre de chevalier, qui est le titre le plus élevé que l'on puisse obtenir. Pendant ce temps, Banaza boude sur le balcon du château royal, totalement déçu de voir que personne ne le traite bien simplement parce qu'il est ordinaire. N'ayant rien d'autre à faire, il regarde autour de lui pour vérifier s'il est vraiment dans un monde différent du sien et voit des similitudes qui le font se demander où il est. Peu après, les gardes royaux du royaume jettent Banaza hors du château et l'envoient vers le côté éloigné du royaume, lui accordant la permission de vivre dans la dangereuse forêt comme bon lui semble. Banaza voulait bien sûr retourner dans son monde d'origine, mais puisque le portail qui a été utilisé pour le convoquer s'est fermé et ne peut plus être utilisé pour le renvoyer, il accepte son destin et se dirige joyeusement vers sa prochaine destination. En chemin, il essaie de faire la conversation avec le conducteur de carrosse, mais l'homme lézard refuse de lui parler, car ils ont expressément reçu l'ordre de ne rien lui dire sur ce monde. Voyant l'homme lézard si obéissant au royaume, Banaza suppose qu'il est esclave et dit aux hommes lézards que le monde d'où il vient est un endroit très horrible où les humains ont réduit toutes les autres espèces en esclavage. L'homme lézard éclate de rire en entendant parler d'un monde aussi vil et explique que, contrairement au monde de Banaza, il n'y a pas de discrimination dans le monde entre les demi-humains et les humains. Maintenant que l'homme lézard s'est un peu ouvert, Banaza lui demande à nouveau des informations sur la forêt vers laquelle il se dirige, car il n'en sait rien, mais l'homme lézard refuse toujours de lui parler et ferme la fenêtre sur lui. Ainsi, pour le reste de ses jours de voyage, Banaza se contente de manger, boire et dormir, et après 20 jours solitaires et longs, il atteint sa destination, la forêt de Delavra. Avant de partir, l'homme lézard donne à Banaza une poche spéciale dimensionnelle remplie d'argent et de nourriture qui lui a été donnée par le roi, et lui murmure des nouvelles terrifiantes. Le Seigneur des Ténèbres, contre qui le royaume est en guerre, vit quelque part à l'intérieur de la forêt de Delavra. Banaza remercie l'homme lézard pour l'avertissement, mais il ne s'enfuit pas car il ne sait pas où il devrait aller. À la place, il se concentre sur les objets contenus dans la poche et extrait tout de son inventaire en plaçant simplement ses mains dessus. Le menu du système indique que Banaza a reçu des vêtements basiques, une poche contenant moins d'eau,
une bonne quantité de nourriture, une armure, des outils agricoles basiques, beaucoup de pièces d'or et un ensemble de magie de construction de maisons. Banaza sort l'armure, qui n'est qu'une simple épée bon marché, et teste immédiatement sa netteté sur le slim à proximité. Après avoir tué seulement 3 slims, l'épée est complètement détruite, laissant Banaza déçu et se sentant arnaqué. Le menu du système apparaît à nouveau, informant Banaza que son rang a été augmenté au niveau 2, ce qui a entraîné une augmentation infinie de toutes ses capacités. Cependant, Banaza ne comprend pas ce que signifie le symbole de l'infini, alors il active le guide vocal du système qui lui informe qu'il a débloqué des tonnes et des tonnes de sorts magiques en raison de son passage de niveau. Le système lui fait également savoir qu'il a détecté des sorts magiques négatifs comme le traçage de localisation, l'attirance de monstres et la récupération forcée sur la poche que les hommes lézards lui ont donnée plus tôt, ce qui le fait réaliser que le roi ne voulait pas qu'il survive dans la forêt. Heureusement, le système supprime tous les sorts négatifs qui étaient appliqués à la poche, donc Banaza ne s'en soucie plus. Il oublie de demander au système ce que signifie le symbole de l'infini, qu'il ne connaît pas, et se dirige vers la forêt à la recherche d'un endroit sûr où séjourner. Mais avant d'entrer, le système le met en garde à nouveau, lui indiquant que toute la forêt est fortement contaminée par du malicium, une substance gazeuse malveillante libérée par les démons. Banaza demande plaisamment au système de purifier la forêt pour lui, et il le fait en conséquence, ce qui lui fait réaliser à quel point son menu système est incroyablement surpuissant. Le système apparaît à nouveau, informant Banaza que son niveau global a encore une fois augmenté, cette fois-ci jusqu'au rang de l'infini, car il a éliminé indirectement tous les démons vivants de la forêt en la purifiant. Pendant ce temps, de retour au château royal, la première princesse trouve cruel que le héros Banaza ait été traité si durement simplement parce qu'il n'avait pas été béni de super pouvoirs. Cependant, le roi affirme qu'il est juste qu'un déchet comme Banaza soit envoyé à mourir puisqu'il n'est rien d'autre que bon à rien pour le royaume. Le mage de la cour rend visite au roi en lui disant qu'il a trouvé des preuves que la magie sainte la plus puissante de leur monde, nommée purification, a été utilisée dans la forêt où Banaza a été envoyé. Parlant de cela, le niveau de Banaza passe du niveau 2 seulement à un niveau remarquable de 367. Il se demande pourquoi il a monté de niveau si rapidement et suppose que tout le monde monte également de niveau comme lui, puisqu'il se considère toujours comme ordinaire. Il désactive donc les notifications de passage de niveau et demande au système combien de puissance magique il lui reste après avoir purifié la forêt. Le système lui informe que sa puissance magique a déjà été reconstituée, ce qui le fait penser que sa puissance a été restaurée si rapidement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de puissance magique au départ à augmenter. Se considérant toujours comme faible, Banaza jette un œil au sort qu'il a débloqué, et par pure curiosité, change son apparence pour que personne dans ce monde ne le reconnaisse comme le candidat héros raté. Maintenant qu'il ne peut plus être reconnu, Banaza décide de retourner à la capitale royale et utilise sa magie de téléportation pour y retourner. Bien que n'importe qui d'autre aurait compris à ce stade qu'il a été béni d'une puissance surpuissante maintenant dans ce monde d'ici. Ce crétin pense que tout le monde dans ce monde sait comment utiliser ses puissances sorts de toute façon. Il se dirige alors vers la ville dans l'espoir de rejoindre une guilde de marchands pour gagner de l'argent, puisqu'il était à l'origine un marchand dans son monde précédent. Cependant, le système lui conseille de se rendre plutôt à la guilde des aventuriers, alors il s'y rend et s'inscrit sous le nom de Flio, avec sa nouvelle apparence. Après avoir terminé son inscription, Banaza, désormais Flio, obtient son badge d'aventurier de rang E et part immédiatement à la recherche de quêtes d'aventuriers. À ce moment-là, une petite fille à la guilde supplie tous les aventuriers de l'escorter jusqu'à la forêt où réside l'armée des démons, donc Flio accepte de l'emmener là-bas, révélant devant tout le monde qu'il a la capacité d'utiliser la magie de téléportation. Pendant cette révélation, tous les aventuriers sont choqués, car ils ne peuvent pas croire qu'un aventurier de rang E comme lui puisse utiliser un sort de niveau si élevé que seuls quelques sorciers peuvent utiliser. Une femme nommée Balirosa, une chevalière royale, est trop dérangée d'entendre les affirmations de Flio et lui dit immédiatement de s'éloigner de la petite fille, car elle suppose qu'il est un imposteur qui essaie de profiter de la petite fille en lui mentant. Comme toutes les femmes à l'intérieur de la guilde commencent à soupçonner Flio d'être un trafiquant d'êtres humains, il leur démontre à toutes qu'il peut effectivement utiliser la magie de téléportation et emmène 5 des filles, y compris la petite fille, dans la forêt de Delavra en un clin d'œil. Un jeune mage qui l'accompagnait reste tout de même méfiant à son égard et l'appelle un grand sorcier de haut rang qui cache ses capacités. La chevalière royale, Balirosa, s'excuse également formellement auprès de lui pour avoir agi si grossièrement sans prendre en considération qu'il aurait pu dire la vérité. Suivant son exemple, toutes les filles s'excusent également et promettent de ne plus être méfiantes à son égard. La petite fille remarque que la forêt n'est plus entourée de malicium. À quoi Flio essaie d'expliquer que c'est lui qui a utilisé le sort de purification pour nettoyer toute la forêt, mais le système l'arrête et lui dit que la petite fille devant lui est un démon qui deviendra certainement hostile envers lui s'il lui donne cette information. Les autres filles qui sont venues avec Flio réalisent également que la petite fille avec eux est un démon qui a caché sa véritable apparence, alors elles se préparent à la tuer lorsque la petite innocente révèle sa véritable forme terrifiante et menace de les écraser tous en bouillie.
Toutes les filles perdent instantanément leur esprit combatif, sauf le personnage principal, car il est complètement protégé par son armure de scénario infini. Il se décide à protéger les autres et téléporte d'abord les filles loin de là avant de s'attaquer au démon, refusant de mourir aux mains du démon. Il décide de se battre à fond contre le démon et invoque tous ses sorts en une fois pour les utiliser contre le démon, sans savoir que ses sorts sont complètement surpuissants. Flyo l'attaque et active une compétence qui lui permet de sauter très haut dans les airs, et il se surprend même de la force qu'il vient de générer. Fenris essaie de l'attaquer à nouveau, alors il sélectionne un autre sort et crée un mur de roche pour se défendre. Il continue juste à lancer des sorts sur elle jusqu'à ce qu'il lance un sort de gravitation qui cloue Fenris au sol. Il sait qu'il doit faire quelque chose pour profiter de l'opportunité qu'il a en ce moment, mais il ne sait pas comment traiter définitivement avec un démon comme elle. Le système offre alors une suggestion impuissante et demande s'il a déjà envisagé quelque chose appelé esclavage. Flyo est un défenseur du libre arbitre, donc l'esclavage est la dernière chose qu'il voudrait jamais imposer à quelqu'un d'autre. Il refuse donc d'utiliser le sort de subjugation. Fenris tente d'utiliser sa magie pour se libérer du sort de gravité, mais le système l'annule et suggère une fois de plus à Flyo d'essayer l'esclavage. Cela continue pendant un certain temps, le système essayant vraiment de le convaincre que faire de Fenris une esclave est une bonne idée. Mais il a ses principes et ne les compromettra pas. Pendant que Flyo discutait avec le système, Fenris avait épuisé tous ses sorts et s'était rendu. Elle n'a plus de magie et se rend à Flyo sans force pour se battre. Elle est aussi bonne que morte déjà, alors elle lui demande de mettre fin rapidement à sa vie. Flyo sourit et lui dit qu'il n'a jamais voulu la tuer en premier lieu, ni voulu un combat pour commencer. Il annule donc le sort de gravité et laisse Fenris partir. Elle ne peut pas croire qu'un humain laisserait volontairement un démon vivre. Mais Flyo se moque un peu de savoir s'il traite avec un démon ou un humain. Il ne pense tout simplement pas que ce soit juste de tuer un adversaire qui s'est déjà rendu. Fenris comprend son point de vue, mais elle pense quand même qu'il est très naïf. Elle annule sa transformation de bête et reprend sa forme humaine normale, mais elle est nue, alors Flyo trouve difficile de la regarder. Il enlève son manteau et couvre son corps avant de lui proposer que si elle est prête à ne plus tuer d'humains, alors Flyo fermera les yeux et la laissera partir libre, juste pas nue. Il se retourne pour voir s'il a des vêtements dans son sac sans fond pour qu'elle puisse en porter, mais il entend alors un fort bruit sourd et trouve que Fenris est effondré. Cependant, le système lui indique que c'est simplement dû à l'épuisement de sa magie, donc il n'a pas à s'inquiéter. Il installe le camp pour la nuit et passe un peu de temps à parcourir le menu pour qu'il puisse suivre toute la magie qu'il a à sa disposition. Mais après avoir jeté un coup d'œil à cette liste, il ne sait pas pourquoi il a accès à toute cette magie puissante alors qu'il vient d'arriver. En même temps, Fenris retrouve enfin conscience, alors elle jette un coup d'œil dehors et voit Flyo assis devant la tente. Elle repense à comment Flyo l'a complètement dominé sans trop d'efforts malgré sa forte résistance à la magie. Elle a toujours pensé que les humains étaient une race faible, mais maintenant elle ne sait pas quoi penser. Sur une autre note, il est assez étrange que sa magie se soit entièrement rétablie après seulement quelques heures alors qu'elle était épuisée. Elle s'habille et sort pour demander à Flyo s'il a utilisé de la magie de guérison sur elle. Il confirme qu'il l'a guérie, mais s'il s'agissait de n'importe quel autre humain, il l'aurait tué sur place et sa peau aurait servi de tapis de Noël. Elle se met à genoux et jure qu'elle ne fera plus jamais de mal à un autre humain. En outre, parce qu'elle reconnaît la force écrasante de Flyo, elle dit le voir comme son maître, alors elle consacrera sa vie à le servir. Flyo répète sans cesse qu'il ne veut pas d'une esclave, mais la fille continue d'insister. Fenris dit qu'elle se tuera immédiatement si elle ne peut pas devenir son esclave, alors Flyo cède et dit qu'elle peut le servir ou quoi que ce soit. Mais il ne veut pas qu'elle meure. Les deux s'installent autour du feu de camp alors que Flyo raconte à Fenris les circonstances qui l'ont amené ici. Il lui dit que le royaume l'a convoqué en tant que candidat au poste de héros, mais qu'ils ont découvert qu'il n'avait aucune compétence et qu'ils ne pouvaient plus le renvoyer dans son monde d'origine, alors ils l'ont expulsé ici à la place. Ensuite, il annule la magie de métamorphose pour montrer à Fenris à quoi il ressemble vraiment. Il a changé son apparence pour que les gens du château ne le reconnaissent pas et ne cherchent pas à le tuer pour garder leur erreur secrète. Mais même s'il a trouvé comment se protéger, il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire à partir de maintenant, d'autant plus qu'il est actuellement sans abri, donc il ne peut pas offrir de stabilité pour elle. Il essaie de la convaincre de ne pas être si insistante à le servir parce que cela rendra sa vie plus difficile, mais elle dit que son espèce reste complètement dévouée à quiconque ils reconnaissent comme leur maître. Donc, quoi qu'il arrive ou où qu'ils aillent, elle sera toujours aux côtés de Flyo, quoi qu'il arrive. Flyo ne peut vraiment pas argumenter avec elle après sa déclaration d'engagement, donc il accepte de la laisser rester à ses côtés, et Fenris saute sur lui avec excitation. Pendant ce temps, de retour au château, un blond que le roi a nommé comme le héros vient de rentrer de la mission de la force de frappe, et c'était un échec absolu, avec la plupart de l'escadron étant éliminés. Le héros met immédiatement tout le blâme sur les soldats et dit qu'ils ont tous paniqué et se sont simplement fait tuer dès qu'ils ont vu une bête magique. Mais le roi ne tombe pas pour une telle bévue évident, alors il demande à l'un des soldats qui était dans l'escadron ce qui s'est réellement passé. Dans la vraie histoire, le héros est resté derrière l'armée tout le temps et dès que les monstres sont apparus, il a fui les laissant combattre pour leur vie.
Tout bien considéré, il était un faible. Alors que le héros blond s'en va, il commence à se plaindre à lui-même qu'il n'a pas du tout monté en niveau au cours du dernier mois malgré son entraînement constant. Le niveau de ses compétences reste le même que celui qu'il avait quand il a été d'abord convoqué, et même à ce moment-là, il est à peine assez fort pour gérer un humain ou une bête magique faible par lui-même. Alors, il se ferait botter les fesses s'il essayait même de combattre une bête magique de niveau supérieur. Juste au moment où ses frustrations atteignent un point d'ébullition, il est soudainement approché par le serviteur qui lui a été assigné par le château, Tsuya. Comme il n'est pas d'humeur, il décide qu'il sortira et fera découvrir à Tsuya toutes les merveilles du luxe, aux frais de la famille royale bien sûr. Pendant ce temps, Flio réfléchit à la meilleure façon de gagner de l'argent par lui-même, alors il prévoit de se rendre à la guilde des aventuriers pour prendre quelques quêtes. Et Fenris est impatiente de se joindre à son maître dans tout ce qu'il veut faire. Flio n'a aucun problème avec le fait qu'elle le suive, mais il apprécierait si elle abandonnait le titre de maître et se contentait d'utiliser son nom. Alors qu'il se promène sur le marché, un homme interpelle Fenris pour lui proposer d'acheter des légumes, pensant qu'elle et Flio sont un couple marié. C'est un malentendu honnête, mais maintenant qu'il y pense, Flio croit que ce serait peut-être plus facile de voyager dans ce monde avec Fenris s'ils agissaient comme un couple marié. Mais seulement si elle est d'accord pour être mariée à lui. Fenris est absolument ravi à l'idée d'épouser Flio, car pour son espèce, il n'y a pas de plus grand honneur que de pouvoir dire que leur mari est plus fort que tout le monde. Flio ressent le besoin de préciser qu'ils ne feront que prétendre être mariés l'un à l'autre, mais Fenris se moque des petits détails tant qu'elle peut les appeler son chéri. Après être arrivée à la guilde des aventuriers, Flio obtient une carte de guilde pour Fenris également, et elle est un peu embarrassée car cela signifie qu'elle et Flio auront un accessoire assorti, et dans sa culture, il y a quelque chose de similaire qui se fait dans le cadre d'un rituel d'accouplement. La réceptionniste de la guilde fait semblant de n'avoir rien entendu de toute cette conversation et demande simplement à Fenris sous quel nom elle souhaite s'inscrire. Fenris donne simplement son nom complet et son titre de l'armée des démons, mais Flio l'arrête à temps et met juste Lys pour son nom. Plus tard, Lys s'excuse presque pour avoir failli se faire repérer. Mais il dit que tout va bien puisqu'il ne s'est rien passé de mal. À ce moment-là, une cloche retentit alors que la réceptionniste annonce qu'il y a une quête urgente à gérer. Un énorme groupe d'ours psycho a été repéré près de la ville et se dirige actuellement vers eux. Ce sont les mêmes ours que le héros blond a fui, donc les aventuriers ont tous peur de s'attaquer à ceux-ci. Pour les inciter à accepter, la guilde est prête à offrir 10 fois la récompense habituelle pour les ours psycho, ce qui en fait un moyen vraiment bon de gagner de l'argent, d'autant plus qu'il n'y a pas de requis de rang. Mais Flio hésite toujours à accepter. Fenris ne comprend pas pourquoi il a tellement peur puisqu'elle est sûre qu'il pourrait facilement éliminer les ours. Mais il ne sait toujours pas à quel point il est fort, donc le fait que le héros ait perdu contre ces ours l'a effrayé. Pour lui prouver qu'il est en fait très puissant, Fenris décide d'aller combattre les ours elle-même, et si elle gagne, ce sera la preuve que Flio est supérieur au héros, puisqu'il est déjà confirmé qu'il est plus fort qu'elle. Ils se téléportent tous les deux jusqu'au dernier endroit où les ours psychos ont été repérés. Et ils trouvent une maison à proximité que la guilde leur a dit qu'ils pouvaient utiliser comme base pendant qu'ils chassent. Fenris est content que Flio ait décidé de venir avec lui, mais elle lui fait savoir qu'elle peut se débrouiller toute seule avec quelques ours psychos. Même si elle est confiante en ses capacités, Flio ne peut pas se résoudre à la laisser faire cela seule, et d'ailleurs, il a un sort qu'il veut tester, alors autant le faire ici. Juste à ce moment, ils entendent des cris venant du bas de la falaise, alors ils se précipitent pour voir si quelqu'un est en danger. Ils trouvent un groupe d'aventuriers attaqués par les ours psychos que Flio avait téléportés ailleurs pendant qu'il combattait Fenris. Fenris ne les aime toujours pas, alors elle suggère qu'ils fassent semblant de ne rien avoir vu et reviennent pour les ours plus tard. Mais les aventuriers sont sur le point d'être tués, alors Flio intervient et utilise sa magie de foudre pour éliminer plusieurs ours. Puisque Flio s'est impliqué, Fenris saute pour vaincre le dernier ours en l'écrasant au sol. Cependant, elle se plaint toujours que Flio est trop gentil alors que Flio saute également. Les chevaliers le reconnaissent et le remercient une fois de plus d'être venu à leur rescousse. Flio les présente à Lys comme son compagnon de voyage, ce qui contrarie Lys car il ne l'a pas présenté comme sa femme. Un moment plus tard, un énorme ours psycho s'approche de Lys par derrière et tente de l'attaquer, mais comme elle est de mauvaise humeur, elle se contente de le regarder et l'ours réalise qu'il ne veut plus se battre. Il tombe en arrière et reste là, laissant tout le monde perplexe, mais ils comprennent bientôt que l'ours a simplement abandonné et s'est rendu à eux. C'est bien que l'ours soit assez intelligent pour comprendre qu'il est surpassé, mais ils ne peuvent pas simplement le laisser partir car il attaquera quelqu'un d'autre tôt ou tard. Ils décident donc de garder cet ours psycho comme animal de compagnie pour qu'il n'attaque plus les gens. Flio jette un coup d'œil au système et trouve quelque chose appelé la magie de restriction qui l'empêchera de devenir sauvage, mais même si l'ours est apprivoisé, il causera quand même la panique s'il se promène avec lui comme ça. Il utilise donc la magie de changement de forme pour le transformer en lapin. Les chevaliers ne peuvent pas croire qu'ils viennent de voir quelqu'un apprivoiser un ours et le transformer en lapin, mais en dehors de l'absurdité, Flio et Lys sont définitivement puissants.
Balirosa a donc une quête pour eux, elle souhaite que Flio les entraîne à être capables de vaincre des monstres du niveau des ours psycho. Après que le héros soit revenu de sa défaite, il a blâmé les chevaliers pour leur incompétence et a fait une crise de colère en se barricadant dans sa chambre jusqu'à ce qu'ils deviennent assez forts pour combattre. Donc le roi n'a pas eu d'autre choix que d'accepter cette demande déraisonnable. Il a ordonné aux chevaliers d'aller s'entraîner, mais cela se passe aussi mal qu'on pourrait s'y attendre, compte tenu du fait qu'ils ont failli mourir là-bas, donc ils apprécieraient que Flio les entraîne. Flio ne sait pas comment réagir car il ne comprend pas vraiment comment fonctionne sa magie en premier lieu. Il ne veut vraiment pas avoir à se donner la peine de les entraîner, alors il essaie d'utiliser la mauvaise humeur de Lys comme excuse pour se retirer. Il dit au chevalier qu'elle est en fait sa femme et qu'il veut juste passer du temps avec elle, donc il ne peut pas les aider. Mais dès que Lys l'entend l'appeler sa femme, elle devient tellement heureuse qu'elle accepte que Flio entraîne les chevaliers. Flio les prévient qu'il n'est pas sûr de ses compétences en enseignement, mais il fera de son mieux pour les aider. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, le chef reçoit un rapport selon lequel il y a un individu possédant une magie assez puissante pour purifier instantanément toute la forêt de Delaveza. Le chef ordonne qu'il soit capturé à tout prix.